Bonjour et bienvenue dans Le Bruit intérieur, le podcast pour revenir à soi. Tu t'en sors. C'est même quelque chose dont tu es fier. Et honnêtement, tu as bien raison. Tu as encaissé des coups, des vrais, des coups qui auraient mis d'autres personnes à terre. Et toi, tu t'es relevé, toujours. Mais il y a quelque chose de discret, quelque chose qui s'est installé sans que tu t'en rendes vraiment compte. Quand quelqu'un te demande comment tu vas, tu choisis ce que tu montres. Quand quelqu'un essaie d'entrer dans ta douleur, tu sélectionnes ce que tu laisses passer. Tu partages, mais jusqu'à un certain point. Et au-delà de ce point, tu gardes la main. C'est pas de l'arrogance, c'est même pas de la fierté mal placée. C'est bien plus ancien que ça. C'est une façon de fonctionner que tu as construite, affinée au fil des années et au fil des coups. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Pas de la force, pas de la faiblesse, de cette zone entre les deux, là où tu souffres mais où tu décides encore jusqu'où on peut te rejoindre. On nous a appris quelque chose très très tôt dans la vie, que les vrais forts, ça ne se plaint pas, que la solidité, ça ressemble au silence, que demander de l'aide, c'est déjà une forme de faiblesse. Être fort, c'est ne pas montrer et gérer seul par soi-même. Et quelque part, comme tout le monde, eh bien, tu l'as intégré. Tu l'as intégré dès ton enfance, finalement, pas forcément consciemment, mais tu l'as intégré. Et tu l'as intégré aussi parce que ça a marché. Parce que chaque fois que tu as serré les dents et que tu es passé au travers de quelque chose, ça confirmait quelque chose. Ça confirmait que tu peux, que tu te suffis à toi-même. Et à force de te le confirmer, tu as commencé à construire quelque chose. Alors, pas une armure au sens dramatique du terme, quelque chose de plus fin, quelque chose de plus subtil, quelque chose qui s'est inscrit dans ta façon de fonctionner. Un mode par défaut. Celui où tu gères tout ce qui vient seul et en silence. Et du coup, tu trouves ça normal. Le truc, c'est que ton corps, lui, il note tout. Il note les coups, il note ce qui n'a pas été dit, il note les larmes ravalées, les nuits qu'on a passées à s'auto-consoler. Il note tout. Et il stocke. Et souvent, il stocke également physiquement. Et tu vas retrouver ça dans tes épaules, dans ta gorge, sur ton estomac, dans cette tension quelque part dans la poitrine qui ne part jamais vraiment. Cette sensation qu'il y a quelque chose là qui attend, un je ne sais quoi, tu ne sais pas quoi. Tu ne sais pas mettre un mot dessus, ni le doigt dessus. Mais c'est là, c'est présent. Et c'est un peu lourd parfois. Tu vois de quoi je parle? Alors, il y a quelque chose que j'observe souvent chez les gens qui ont beaucoup encaissé, c'est que la douleur ne disparaît jamais vraiment. Elle change juste de forme. Au début, ça fait vraiment mal. Quand tu romps avec ta femme ou ta petite amie, ton partenaire, quand tu perds quelqu'un que tu aimes, de quelque manière que ce soit, quand tu perds un job auquel tu tenais vraiment, brutalement, physiquement, émotionnellement, c'est douloureux. Ça fait mal. Quand on te trahit, ça fait mal. C'est brut, c'est direct, boum. C'est là, tu le prends. Pas le choix. Et t'es sonné, ça fait mal. Et puis le temps passe. On te dit que tu dois faire le deuil, les étapes du deuil. Faut toujours faire le deuil de tout. Alors tu apprends à gérer. Tu vas apprendre à domestiquer ta douleur, qui est là. Tu la domestiques, tu la mets dans une boîte, dans une case, peu importe où. Tu la mets là, dans un coin, histoire de l'oublier.
Et tu deviens très habile à ça. Tu deviens habile à mettre ta douleur dans la boîte et à fermer avec le couvercle. Et boum, couvercle. Mais un jour, on souffre plus de la même façon. On a juste quelque chose, un bruit de fond, quelque chose qu'on traîne partout, comme un boulet. Mais on ne sait pas le nommer. On ne sait pas qu'on a un boulet. Alors, j'ai vu parfois parler de valises, de cantines, de boulets, de poids, de pierres, de rocs. Euh, on peut appeler ça comme on veut. Pour le moment, on ne sait même pas comment ça s'appelle. Et en même temps, il y a autre chose qui se passe avec ça. C'est beaucoup plus subtil parce que on commence à contrôler l'accès à cette douleur et on décide qui peut approcher, jusqu'où et à quelles conditions. Tu partages ce que tu veux bien partager, pas plus. Tu demandes de l'aide sur des choses pratiques, la logistique, l'administratif, ce qu'on peut confier sans vraiment se montrer en fait. Mais sur l'essentiel, tu gères, je gère. Et bien sûr que ça ressemble à de la force. Ça ressemble à quelqu'un qui n'a besoin de personne. D'une certaine façon, c'est de la force. Oui, parce qu'il en a fallu pour en arriver là. Il a fallu faire des efforts, il a fallu se battre, il a fallu être fort. Mais ça a un prix invisible, un prix que tu paies depuis très longtemps. Quand tu contrôles l'accès à ta douleur, tu contrôles aussi l'accès à la connexion, au lien, au vrai lien, à cet endroit où quelqu'un te verrait vraiment, te verrait toi. Pas cette image que tu projettes de toi, pas la version solide, toi, là. Et ça laisse des traces, pas des traces visibles, une méfiance qui s'est installée progressivement envers les autres et envers ce qui pourrait arriver. Une façon de ne plus vraiment croire que quelqu'un pourrait rester s'il te voyait vraiment. Parce qu'à un moment dans ta vie, quelqu'un t'a vu et il est parti quand même. Ou quelqu'un t'a vu et il a profité de toi. Ou tu t'es montré et ce que tu as reçu en retour, ce n'était pas ce que tu espérais, loin de là. Alors, forcément, tu en as tiré une conclusion. Pas forcément consciente d'ailleurs, mais une conclusion quand même. Celle que montrer, c'est risqué, laisser entrer, ça a un coût, que le contrôle au moins, ça me protège. Et ça te protège toi aussi du coup. Alors tu ne laisses pas vraiment voir. Et du coup, tu ne sais plus très bien si tu es seul parce que tu le veux ou si c'est devenu la seule façon que tu connaisses de fonctionner. Concrètement, tu as peut-être des gens autour de toi, des amis, de la famille, quelqu'un avec qui tu partages ta vie, mais le soir, quand tu te couches et que tu poses ta tête sur l'oreiller, il y a une forme de solitude. Pas la solitude de l'abandon, la solitude de celui qui n'a pas dit ce qu'il avait à dire, qui a gardé pour lui encore une fois. Et ça, personne ne le voit. Parce qu'extérieurement, tu continues d'être toi-même. Tu réponds quand on te parle, tu livres ce que tu dois livrer, tu es présent, tu es là. Visiblement, tu vas bien. Alors peut-être que la vraie question, ce n'est pas est-ce que tu t'en sors dans la vie, mais plutôt, ça pourrait être à quel moment tu t'es mis à croire que tu devais t'en sortir tout seul. Laisse-moi te raconter quelque chose. C'est une histoire vraie. Un homme condamné à la prison pour la vie qui en a fait 27 ans. 27 ans de prison
pour avoir voulu la liberté de son peuple. Peut-être tu vois déjà de qui je parle, non? C'est pas grave. Enfermé dans une cellule de quelques mètres carrés, sur une île, pour la plupart de ce temps de prison, l'île s'appelle Robben Island. Imagine ce que ça représente. 27 ans dans un espace confiné où tu peux même pas faire 3 pas sans toucher le mur de l'autre côté, en fait. Coupé du monde, de ta famille, coupé de tout ce que tu as construit, emprisonné. Et cet homme, il aurait pu se replier sur lui-même dans cette situation. C'est d'ailleurs ce qu'on aurait tendance à faire. Il aurait pu se fermer, se recroqueviller, se construire une armure si épaisse que plus rien ne pourrait l'atteindre. Compréhensible du reste. Et ça aurait été compréhensible. Et ça aurait même été logique. Si tu veux survivre dans un endroit comme ça, on pourrait croire que la solution, c'est de ne plus rien laisser entrer, en fait. Que plus rien ne te touche. Ça glisse. Tout glisse. Mais il n'a pas fait ça. Dans sa cellule, là, dans cet endroit qui est conçu pour briser, en fait, hein, lui, il a maintenu des liens avec les autres prisonniers, déjà, avec ceux qui partageaient la même douleur que lui, du coup. Pas des liens de façade, hein. C'était des conversations qui allaient au fond des choses, une façon de se voir vraiment les uns les autres, de se dire les choses, de pas faire semblant que ça allait quand ça n'allait pas, d'exprimer ce qu'on ressent, de communiquer. Et ça l'a pas rendu plus vulnérable, ça l'a rendu indestructible. Pas parce qu'il avait construit une armure, mais parce qu'il avait maintenu une connexion. Une armure, une connexion. Et quand il est sorti 27 ans plus tard, eh bien, il n'est pas sorti brisé. Alors, je ne dis pas qu'il n'a pas souffert, c'est pas le propos, mais il n'est pas sorti brisé. Il est sorti avec quelque chose d'intact. Quelque chose que des décennies d'emprisonnement n'avaient pas réussi à détruire. Les gens qui l'ont côtoyé parlent tous d'une même chose, une présence, une chaleur, une façon d'être avec les autres qui était réelle, pas une performance, non, réelle. Cet homme, tu l'avais compris sans doute, il s'agit de Nelson Mandela. Alors, je raconte pas ça pour faire une leçon de morale ou raconter l'histoire d'un homme connu ou je ne sais quoi. C'est pas le but. Je parle de cette histoire et de ce qu'a traversé Mandela, notamment à Robben Island, euh, parce que c'est quelque chose qu'il avait déjà appris bien avant la prison. Euh, c'est une façon de voir ce que tu es et ce que les autres représentent pour toi. Pas comme une dépendance, plutôt comme une ressource, comme quelque chose d'essentiel. Alors, il y a une question que je veux te poser, et elle n'est pas facile. À quel moment demander de l'aide est devenu dangereux pour toi? Dis-moi. Pas gênant, pas inconfortable, je dis bien dangereux. Parce que pour beaucoup de gens qui ont beaucoup encaissé, qui ont vécu des situations difficiles et ravalé leur salive, demander de l'aide, c'est quelque chose qui a mal tourné à un moment. Comme on l'a déjà dit, hein. Quelqu'un à qui tu as fait confiance et qui n'était pas là, quelqu'un à qui tu t'es montré ton vrai toi et qui t'a tourné le dos, quelqu'un à qui tu as donné accès à tes secrets, à qui tu es, à ta vulnérabilité et qui en a profité. Alors tu as appris à ne pas tout donner, à garder une partie, à rester aux commandes, même dans la vulnérabilité, surtout dans la vulnérabilité. Et ce mécanisme, il était juste, parce qu'à un moment, il t'a protégé.
Mais il y a quelque chose dans ce mécanisme, que ce mécanisme fait aussi, c'est quelque chose que tu ne vois sûrement pas, parce que tu es tellement habitué que c'est devenu totalement invisible. Ce mécanisme, il fait payer aux gens d'aujourd'hui ce que les gens d'hier t'ont fait. Et toi, indirectement, tu paies aussi. Est-ce que les personnes qui sont dans ta vie maintenant méritent ce niveau de contrôle? Est-ce qu'elles ont fait quelque chose pour mériter ta distance? Ou est-ce que tu leur appliques les règles que tu as apprises avec d'autres? Alors, ce n'est pas une accusation, hein. C'est juste une question honnête. Parce que je pense qu'on est beaucoup à faire ça. À des degrés différents, on protège notre douleur avec les mauvaises personnes. Celles qui nous feront peut-être jamais de mal, mais à qui on ne donnera jamais vraiment la chance de le prouver. Il y a quelque chose que j'entends parfois, des gens qui disent oh, j'ai besoin de personne. Après tout ce que j'ai vécu, j'ai appris à me débrouiller tout seul. Et il y a évidemment certainement quelque chose de vrai là-dedans. Vraiment. C'est pas forcément des gens arrogants qui parlent comme ça. Il y en a, mais pas tous. C'est juste de la survie habillée en force. Mais demander de l'aide, c'est pas revenir en arrière. C'est pas redevenir fragile, c'est pas s'effondrer. C'est juste choisir de croire que tu n'as pas à porter seul ce que tu portes, quoi que ce soit. Et on a le droit de pas savoir. On a le droit de pas être, de ne pas avoir toutes les réponses. On a même le droit de dire, là, j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide à réfléchir. Ce droit-là, ça ne te diminue pas, ça ne te réduit pas, ça te révèle. Ça révèle qui tu es vraiment. Et ça ne te rend pas plus faible, ça te rend plus humain. Ce qu'on vient de traverser ensemble à travers cette histoire, ce rapport au lien, au contrôle et à ce qu'on laisse voir ou pas, ça résonne avec quelque chose, n'est-ce pas? Peut-être que tu as déjà entendu parler de ça. Ça vient d'une sagesse qui n'est pas née dans un livre, ni dans une université d'ailleurs. C'est une sagesse qui est née dans des villages, dans des familles, dans des générations qui se sont suivies là-bas au loin en Afrique subsaharienne. Dans les cultures bantoues, il y a une philosophie. Elle n'est pas attribuée à un seul penseur. Elle n'est pas écrite dans un seul texte. C'est transmis de bouche à oreille. C'est une philosophie vivante. Et elle se résume en une seule phrase. Alors, je vais essayer de le dire en zoulou. Pardon pour l'accent. En gros, ça dit Umuntu, Ngumuntu, Ngabantu. Pardon pour l'accent. Et si on le traduit, non pas mot pour mot, mais plutôt comme on pourrait le ressentir, c'est plutôt, on pourrait dire, un être humain n'est un être humain qu'à travers les autres êtres humains. Ubuntu. C'est le nom de cette philosophie, plutôt de cette tradition, si on peut l'appeler ainsi. Et Ubuntu, ça ne dit pas que tu as besoin des autres pour survivre, ce serait beaucoup trop simple. Ça dit quelque chose de plus précis. Ça dit, tu te construis dans le lien. Tu ne peux pas te reconstruire vraiment dans l'isolement. Même si tu t'en sors seul, même si tu gères, comme tu aimes à le dire, non, tu ne t'en sors pas seul. Et ça n'est pas de la dépendance, c'est de la connexion. Être dépendant d'une chose, des autres, c'est une chose. Pardon. Être dépendant des autres, c'est une chose. Être connecté aux autres, c'est communiquer avec eux, ça, c'en est une autre. Ça n'est pas la même chose. Ubuntu, ça dit pas sois faible. Ubuntu, ça dit sois réel.
avec au moins une personne, dans au moins un endroit. Ce que Mandela a compris dans cette cellule, et bien avant d'ailleurs, c'est pas qu'il avait besoin des autres pour survivre physiquement. C'est que sans ce lien, quelque chose en lui se serait fermé pour de bon. Et ça, c'est une forme de mort que personne ne voit de l'extérieur. Quand on parle de dépression, les gens ont tendance à se recroqueviller sur eux-mêmes. Et quand ils commencent à parler à quelqu'un, déjà ils vont mieux. C'est une première étape, c'est un exemple simpliste, mais il dit déjà beaucoup. L'être humain qui résiste le mieux, ce n'est pas celui qui s'isole le plus, c'est celui qui maintient des liens vrais, même dans la douleur, surtout dans la douleur. Et cette sagesse, elle parle directement à celui ou à celle qui gère, qui résiste seul, qui rentre le soir seul et qui dit « Je suis fort, je n'ai besoin de personne ». Ubuntu, ça dit « Ce n'est pas en te fermant que tu deviens plus fort, c'est en acceptant d'être vu par quelqu'un ». Alors peut-être que cette semaine, il y a une question à se poser. Pas une grande question, une petite question. Avec qui est-ce que je pourrais poser mon armure? Juste un peu, juste avec une personne, juste pour exprimer quelque chose de vrai. Pas tout, juste un petit quelque chose. Pas pour m'effondrer, pas pour perdre le contrôle, juste pour laisser quelqu'un entrer, vraiment entrer, juste une fois. Vous écoutiez Le bruit intérieur, le podcast pour revenir à soi. Cette semaine, on a parlé de cette façon de résister seul, de se sentir fort, de contrôler, qu'on montre ce qu'on laisse entrer. Et on a découvert, à travers une sagesse d'Afrique subsaharienne vieille de plusieurs siècles, qu'Ubuntu ne dit pas de tout donner à tout le monde, il dit juste d'arrêter de croire que la force, c'est de ne jamais avoir besoin de personne. Si cet épisode t'a parlé, abonne-toi pour ne pas manquer les prochains. Et si tu penses à quelqu'un pour qui ça aurait du sens, partage-le. La semaine prochaine, on parle de quelque chose de différent. On parle de cette image qu'on construit, de ce qu'on projette et de ce qu'on finit par croire qu'on vaut vraiment. Merci de m'avoir écouté. À la semaine prochaine.